Eh bien bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce superbe Collège des Bernardins pour une soirée débat organisée par l'Académie des technologies et la Fabrique de l'industrie. Depuis quelques années, le monde du travail connaît une effervescence particulière. Les statuts se diversifient avec un nombre croissant d'indépendants, auto-entrepreneurs, freelance, consultants et autres chefs de projet. Les interactions entre vie professionnelle et vie privée se multiplient avec le télétravail, la mobilité et les outils nomades. L'industrie du futur nous promet des robots dans les ateliers, des cobots pour discuter sur le web, également des cobots pour augmenter le potentiel des collaborateurs. Et bien sûr, le digital se répand dans tous les secteurs, demandant de nouveaux métiers, basé sur des compétences hybrides. Alors avec ce présent multidirectionnel, un avenir qui s'esquisse plus qu'il ne se dessine, comment diriger efficacement les jeunes vers l'emploi, quelle formation privilégier, quel mode d'intégration leur proposer pour que l'entreprise devienne un environnement où il fait bon travailler, s'épanouir et vivre ensemble. Cette soirée débat va nous permettre de faire le point avec 3 tables rondes thématiques. Vous avez les thèmes derrière moi. Et vous verrez donc une belle variété d'expériences, de témoignages. Et pour nous ouvrir l'esprit et le cœur sur cet univers où le futur s'invente chaque jour, j'ai le plaisir et l'honneur de donner la parole à une figure emblématique de l'industrie française, Monsieur Louis Gallois. Bienvenue, Monsieur Louis Gallois. Bien sûr, et Madame le Courtier également. Alors, Madame le Courtier, bienvenue. Vous êtes présidente de la commission démographie formation. Voilà. À l'Académie des technologies. Et également à l'Académie des technologies, bienvenue. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je ne suis pas sûr de répondre pleinement à l'interrogation que vous avez formulée, qui est extrêmement vaste. Je vais... le micro. Pardon, je vais... Oui. Non, oui. Ça va, il est bien. Oui. Hein. Je vais me focaliser, me contenter de m'exprimer sur la formation initiale et la voie professionnelle. Comment la voie professionnelle dans la formation initiale est-elle perçue? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Je dirais quand même un mot sur la formation continue parce que je voudrais répondre à votre interpellation. Bon, je ne vais pas dire des choses d'une profonde originalité, mais ça permettra peut-être de cadrer le débat. C'est un lieu commun de dire que la voie professionnelle n'est pas valorisée dans notre pays. Cela se traduit dès l'orientation des jeunes. La voie professionnelle est considérée comme celle que l'on propose à ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs. Donc c'est une voie par défaut. On constate d'ailleurs que c'est une voie qui organise une forte ségrégation sociale. L'origine des jeunes orientés vers la voie professionnelle est vraiment très caractérisée. C'est une voie, la voie professionnelle, qui dispose de moyens tout à fait insuffisants. Les professeurs des lycées professionnels sont mal reconnus. Ce ne sont pas les mieux payés. L'équipement des lycées professionnels était obsolète. Il y a un progrès qui a été fait avec la régionalisation des lycées professionnels qui a permis d'améliorer cet équipement, mais il reste quand même toujours décalé par rapport à ce qui se passe dans les entreprises. La formation continue des professeurs de l'enseignement professionnel est insuffisante, c'est-à-dire que nous avons des formations qui sont fondées sur les compétences de professeurs qui ont été formés 5, 10, 15, 20 ans avant l'enseignement qu'ils délivrent, et donc qui ne sont plus totalement à niveau. Et l'accélération que vous évoquiez avec le numérique, évidemment, ne fait que renforcer ce phénomène. On a un corps enseignant qui est constamment en situation d'essayer de rattraper quelque chose qui va plus vite que lui. Enfin, et c'est évidemment, nous aurons un débat tout à l'heure,
l'apprentissage n'a pas en France la place qu'il devrait avoir, à la fois sur le plan quantitatif et sur le plan de la reconnaissance comme voie majeure permettant l'accès à l'emploi qualifié. Tout cela se traduit par des problèmes concernant les jeunes qui sont orientés dans cette voie, dont enfin, je voudrais être sûr qu'il n'y a pas trop de journalistes, mais enfin, il y a dans cette voie une partie qui est du parking à décrocheurs. C'est du parking à décrocheurs en attendant la fin de la scolarité obligatoire. Et deuxièmement, les entreprises ne trouvent pas dans cette voie professionnelle toujours, il ne faut pas caricaturer, c'est pas généralisé, mais ne trouvent pas toujours les profils qu'elles recherchent. Alors, quelles sont les thérapies? Là aussi, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais j'essaye de classer les choses. La première est bien connue, c'est la revalorisation de l'image de l'enseignement professionnel. Ça passe d'abord par la revalorisation de l'enseignement professionnel lui-même. Si on veut revaloriser l'image, il faut le revaloriser lui-même. Et je pense qu'il y a une question de rémunération des enseignants et de statut de ces enseignants, qui sont considérés au sein de l'éducation nationale comme des enseignants de second rang par rapport à ceux des filières générales. Et ensuite, je ne vais pas évoquer tous les sujets, mais j'évoque ceux qui me paraissent les plus intéressants pour ce qui me concerne. Il y a une question de débouchés. On constate que les lycées professionnels débouchent de moins en moins sur des BTS et des IUT parce que ces BTS et IUT sont de plus en plus brigués par les étudiants ou les élèves de la formation générale, qui les court-circuitent. Et donc, nous avons une difficulté pour les bacs pro à trouver des places pour les BTS et pour les IUT. Le second élément indispensable, c'est une meilleure connaissance des entreprises de la part des élèves. Et là, les entreprises doivent se prêter aux visites, contacts, interventions dans les structures professionnelles de personnes des entreprises, etc., stages, mini-stages et autres. Mais également, meilleure connaissance d'entreprise par les enseignants. Et là, je pense que nous avons beaucoup à faire dans ce domaine. Et ça ne se fait pas de manière naturelle. Il me paraît absolument essentiel que cela puisse se faire. Et je souhaiterais, moi, personnellement, qu'il y ait de plus en plus de personnes des entreprises qui viennent, pour des périodes limitées, pour des sessions, faire de la formation dans les lycées professionnels. Ça arrive, ça pourrait se développer beaucoup plus. Et puis, bien sûr, il y a la question de la relance de l'apprentissage. Alors, je ne vais pas sur ce point développé à l'infini. Deux éléments, parce que beaucoup de choses. Il se trouve que le Cercle de l'Industrie, qui est un des actionnaires de la Fabrique de l'Industrie, a travaillé là-dessus. J'ai copiloté avec le patron d'Orange le groupe de travail sur ce sujet. On pourra en parler, vous en parlerez, je pense, tout à l'heure, madame. Deux choses. La première, il faut à tout prix que les lycées professionnels achètent l'apprentissage. Il y a 700 000 élèves dans les lycées professionnels. Il y en a 40 000 en apprentissage. Si on était capable d'avoir la moitié des élèves des lycées professionnels en apprentissage, on aurait, je laisse aux scientifiques qui sont dans la salle le soin de faire le calcul, mais au moins 300 000 apprentis de plus. Et je crois que c'est possible. Il faut que les CFA s'installent dans les lycées professionnels. C'est déjà le cas dans certains domaines, mais ceci ne se fera pas par l'opération du Saint-Esprit. Un enseignant de lycée professionnel qui se transforme en maître d'apprentissage
perd de la rémunération. Il n'a donc aucun intérêt à aller dans cette voie. D'autre part, l'apprentissage a toujours été vu comme un concurrent des lycées professionnels. Les lycées professionnels sont en perte d'effectifs. Et il y a évidemment, comme toute entreprise qui perd sa part de marché, la volonté de la conserver. Et donc, l'apprentissage est vu comme un concurrent. Il faut qu'on sorte de cela. Le deuxième élément, c'est qu'il faut se préoccuper de la situation des apprentis eux-mêmes. Trouver un stage, extrêmement difficile, surtout quand vous n'avez pas de réseau. J'ai une expérience absolument traumatisante pour moi sur ce point. Deuxièmement, les frais de transport, le logement, des questions absolument basiques comme celle-là sont décisives pour l'apprentissage. Troisièmement, au moins, limiter le décrochage. Actuellement, 25% des jeunes qui rentrent en apprentissage ne terminent pas leur apprentissage. Pour limiter le décrochage, l'Allemagne a une solution. On rentre plus tardivement dans l'apprentissage et on a un pré-apprentissage qui est lié à la formation. Moi, je crois beaucoup aux écoles de production pour cela. Et dernier point, il y a un trio qui sont les entreprises, les régions et l'éducation nationale. Il faut que ce trio fonctionne. Il faut que les entreprises soient présentes à tous les niveaux. Je parlais de l'orientation tout à l'heure. Il faut évidemment qu'elles soient présentes au niveau de l'orientation. Il faut qu'elles soient présentes également au niveau du contenu, des contenus des formations, des programmes de formation. Ce n'est pas à elles de gérer le personnel de l'éducation nationale. C'est clair. Alors la question est de savoir si ces lycées professionnels sont régionalisés ou pas. C'est une question qui peut se poser d'ailleurs, et j'ai vu que certains le proposaient. Dernier point, il faut que les entreprises se responsabilisent sur l'apprentissage. Alors, les entreprises ont quelques arguments pour ne pas se précipiter sur l'apprentissage. Notamment, le contrat d'apprentissage est assez rigide. Il est plus rigide que d'autres. Et donc, quand vous prenez un apprenti, si vous avez un véritable problème avec cet apprenti, vous ne savez pas quoi en faire parce que vous ne pouvez pas le virer, pour parler clair. Ou si vous le virez, vous allez au prud'homme et vous perdez. Bon. Donc, il y a un élément qui est très important dans ce domaine, c'est qu'il faut assouplir le statut de l'apprenti. Mais il y a trop peu de stages en apprentissage. L'UMM représente 5000 entreprises en région parisienne. Il y en a 450 qui reçoivent des apprentis. Ça prouve qu'il y a de la marge. Alors évidemment, il y a des entreprises de petite taille. On a aussi parfois une conception archaïque de l'apprentissage, conçue comme une main-d'œuvre bon marché. Je ne veux pas, dans ce domaine, cibler la restauration. Enfin, c'est une réalité. Je crois aussi que lorsque on dit que les entreprises doivent être présentes, lorsqu'elles sont présentes, il faut qu'elles s'impliquent. C'est-à-dire que les représentants des entreprises jouent pleinement leur rôle, participent véritablement aux structures dans lesquelles ils sont impliqués. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas, et je pense qu'il faut leur rappeler que si on souhaite que les entreprises puissent véritablement jouer leur rôle d'orientation de l'apprentissage, il faut certainement leur donner des pouvoirs, même peut-être des pouvoirs de codécision sur un certain nombre de choses, mais il faut aussi qu'elles assument ces pouvoirs et qu'elles s'y impliquent. Il faut aussi que les entreprises offrent de vraies carrières à ceux passés par la voie pro. Et c'est un vrai sujet, parce qu'on constate que dans les entreprises, la voie pro n'est pas plus privilégiée qu'à l'éducation nationale. C'est-à-dire que vous avez... Madame, regardez les dirigeants des entreprises françaises. Combien sont passés par la voie pro ? Moi, quand j'étais chez Aérospatiale, mon collègue allemand, Schremp, venait de l'apprentissage. Bon, je pense que c'est quand même très, très important. Alors, que nous puissions, au moins, je ne parle pas de l'apprentissage de l'enseignement supérieur, où là, on obtient des diplômes et ces diplômes sont reconnus. Mais dans l'apprentissage jusqu'au BTS,
on a énormément de difficultés à avoir des profils de carrière pour les titulaires de BTS. Enfin, il faut admettre que l'on ne forme pas un poste de travail, mais que l'on forme un jeune à un monde qui va énormément bouger. Et ce qu'il faut développer, c'est à la fois sa technicité, il faut lui donner une compétence. Mais à côté de cette compétence, il faut lui donner une capacité à s'adapter. Il faut lui donner ce qu'on appelle une employabilité relativement large, parce que ce jeune aura changé d'entreprise, aura changé de métier, va apprendre de nouvelles choses, et le numérique ne peut que le conduire, ne peut qu'accélérer cela. Un dernier mot sur la formation continue. Je considère que dans les prochaines années, la formation continue va devenir un sujet absolument essentiel. Absolument essentiel. Qu'on ne pourra pas continuer à la gérer comme on l'a gérée jusqu'à présent, je dirais un peu peinard, aussi bien du côté des partenaires sociaux que du côté de l'État ou des collectivités locales. Nous allons avoir des transformations, notamment dues au numérique, mais pas uniquement, mais aussi à l'évolution de la mondialisation, à la compétition internationale. Nous allons avoir devant nous des mutations formidables du travail, des statuts. Il va falloir que les gens puissent s'adapter et surtout, il va falloir diminuer le stress par rapport au changement de métier et au changement d'entreprise. On diminuera ce stress à la fois avec de la flexi-sécurité, c'est-à-dire en donnant certaines garanties aux personnes quand elles changent de travail, c'est-à-dire que il y a une discussion, il y a le compte personnel d'activité, il y a ce que l'Institut Montaigne a proposé, il y a un débat là-dessus, ça me paraît sain, mais il faudra aussi un énorme effort de formation professionnelle, et je pense dans des formes qui devront être différentes de celles que nous connaissons actuellement. Je suis persuadé que c'est un enjeu majeur. Je constate d'ailleurs que sur le numérique, en formation initiale et surtout en formation continue, nous ne sommes pas encore complètement à la maille. En formation initiale, il y a des progrès. En formation continue, nous avons beaucoup de difficultés à ce que la formation continue s'adresse véritablement aux questions liées à la transition numérique. Merci. Merci.